C'est chill. Bon, ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur. À travers ce cours, le comportement du consommateur, on étudie ce comportement face à des produits, des services. Mais pour se procurer ces produits et ces services, il y a une ressource qui est à la base de tout ça. Cette ressource qui est la monnaie. Tout commence avec le troc. Le troc qui, dans des micro-sociétés en préhistoire, était justement utilisé pour faire des échanges, un mouton contre des céréales, et peu importe. Mais avec ces sociétés qui se sédentarisent et qui grossissent peu à peu, ça fait en sorte qu'il faut créer une ressource d'échange universelle pour garder le fil de ces transactions, parce que le crédit est beaucoup présent même dans ces sociétés primitives, et ça fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment garder le fil, justement. Ça fait en sorte qu'on crée ces ressources universelles, comme par exemple la monnaie de cowrie à travers le Pacifique, l'Inde et l'Afrique de l'Est, qui est ces petits coquillages, qui étaient échangés comme une monnaie, mais qui a été interdit par les gouvernements des colonies en Europe. Aussi, la fève de cacao par les Aztèques, ou le sel. Les Romains payaient leurs légionnaires avec du sel, d'où vient le mot salaire. Ça vient du sel. Et même en Mésopotamie, la Mésopotamie se trouve à peu près où est-ce que la Turquie, entre la Méditerranée et le Golfe Persique, je pense, ils ont trouvé les premières écritures comptables 2300 ou 2200 ans avant Jésus-Christ. Ces écritures comptables sur des plaques d'argile qui donnaient des valeurs talons à des ressources comme de l'or, de l'argent, des céréales, et aussi qui faisaient part de transactions avec du crédit puis des redevances que personne devait envers d'autres personnes dans les sociétés en Mésopotamie. Donc, comme mon collègue Nick a expliqué, avant les sociétés étaient beaucoup plus nomades et avec le temps, ils commençaient à se sédentariser. Et c'est vraiment 650 ans avant Jésus-Christ qu'on a vu la première apparition de la monnaie métallique, et c'était dans la région d'Anatolie, qui est présentement la Turquie. Et avec la sédentarisation, on a aussi eu la création de villes. Et toutes les villes, quand ils se sont joints ensemble, c'est là qu'on a eu la création des trois plus gros empires, l'Empire romain, l'Empire grec et l'Empire perse. Puis ce qui était bien pour les individus, maintenant avec la monnaie métallique, c'était le fait qu'ils ne pouvaient pas seulement échanger avec le truc dans leur propre ville, mais maintenant ils pouvaient échanger entre les villes et partout dans l'Empire, parce qu'il y avait une monnaie métallique universelle. Par contre, il y avait toujours le problème de, si jamais je voulais aller dans un autre empire, faire des échanges, c'était toujours un peu plus complexe et compliqué à faire. Donc, dans le 6e siècle, on a eu le thaler, c'est de où vient le mot dollar. Et c'était la première monnaie qui était universelle en Europe. Donc, ça ressemble très à l'euro déjà. Puis cette monnaie, elle a circulé pendant 400 ans. Donc, les personnes, quand ils ont découvert cette monnaie-là, ils ont commencé à faire des échanges beaucoup plus diverses, puis l'économie, ça a permis à l'économie de grossir puis de fleurir. Par contre, le seul problème avec la monnaie métallique, c'était que si tu voulais te procurer quelque chose de plus dispendieux, ben c'était très difficile de l'avoir avec toi puis en avoir plusieurs. Donc la lettre de change est apparue, qui était tout simplement une feuille indiquant combien une personne devait à l'autre. Ensuite, le troc, au 20e siècle, il y a encore du troc, justement la monnaie de cowrie, qui était les petits coquillages, est encore retrouvée en Afrique de l'Est, quand même perduré malgré l'effort des gouvernements des colonies d'essayer de la détruire. Mais aussi, pendant les temps de guerre, Première et Deuxième Guerre mondiale, on voit le troc faire une certaine réapparition à travers la pauvreté, l'hyperinflation, puis justement le manque de ressources métalliques pour faire cette monnaie. Ça fait en sorte qu'en France, justement, on a des coupons comme ça pour le pain pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que la France était sous dominance allemande. Puis ça fait en sorte que les consommateurs se retrouvent à essayer de se débrouiller et le gouvernement entre en jeu pour leur offrir des moyens de se nourrir. On va continuer avec la monnaie papier. Donc la monnaie papier était inventée en Chine dans les années 650 et elle a seulement apparu en 1650 en Europe. Donc la monnaie papier, comment elle a révolutionné, c'était que la monnaie métallique était déjà beaucoup plus facile à transporter que par exemple tous les objets qui étaient utilisés pour le troc. Par contre, puisque la monnaie métallique avait une valeur, il n'y avait pas une valeur de 10$ ou 20$, c'était vraiment le nombre que tu avais besoin de monnaie métallique.
Donc c'était très difficile à transporter et c'est là que la monnaie papier a vraiment changé la game. Tu as aussi l'apparition de banques, puisque les personnes commençaient à consommer beaucoup plus, à acheter, donc il y a besoin d'emplacements où ils pouvaient placer l'argent. Ça va, parfait. Donc, pour ce qui est du dollar américain, de nos jours, comme j'ai présenté juste avant, le Thaler, c'était la monnaie universelle en Europe, mais 80% de tous les billets produits aux États-Unis ne sont même pas utilisés dans le pays, sont utilisés à l'extérieur dans des pays, plusieurs pays en Afrique ou plusieurs pays dans l'Amérique du Sud, aussi dans tous les resorts qu'on va, c'est le dollar américain qui est utilisé, puisque c'est considéré comme as good as gold. Tout le monde trust, parce que la base de chaque monnaie pour le consommateur, c'est est-ce que tu trustes cette monnaie? Donc, c'est sûr que pendant la crise de 2008, la valeur du dollar américain a un peu diminué, mais est en hausse constante, puis tout le monde trust encore le dollar américain. Bon, on voit aussi l'apparition, justement, en France, beaucoup, et dans d'autres pays d'Europe, l'apparition de monnaie locale. Il y a 2500 systèmes de monnaie locale. Comme par exemple, sur Villeneuve-sur-Lot, il y a l'abeille qui est une monnaie qui est utilisée justement dans cette région-là. Ça vaut 1 euro, c'est une abeille, comme par exemple l'ESCO dans les Pays Basques, qui est justement, un ESCO, c'est 1 euro. Et c'est pour encourager le commerce local, puis que l'argent qui est dépensé dans ces commerces locaux soit réinvesti dans ceux-ci par après. Et tout ça, ça garde un cycle, puis ça enrichit l'économie locale. L'ESCO, il y en a environ... il y a environ 580 000 ESCO qui sont en train de se passer dans les Pays Basques en 2017, et il y a des estimations que ça va dépasser les 600 000 à travers 2018. Et même à Bristol, vous avez le Bristol Pound. Le Bristol Pound, les consommateurs l'ont poussé ça encore plus loin. Puis vous pouvez vous faire payer votre salaire en Bristol Pound, qui est une monnaie locale, donc une partie du salaire de plusieurs employés dans des banques ou autres qui sont payés en Bristol Pound. Et il y a 2500 systèmes de monnaie, mais aussi des systèmes d'échange locaux ou local, justement, qui s'appellent les selles. Les selles pour faire une référence au salaire inventé par les Romains. C'est celles qui représentent environ 1 minute, une unité en général. C'est par exemple un cours d'anglais pour 1 heure de conseil juridique, ou c'est la population qui décide par elle-même dans la communauté de s'échanger des services en temps, sans nécessairement qu'il y ait de l'argent en jeu. C'est beaucoup utilisé en Colombie-Britannique au Canada. Par la suite, l'euro a été créé, en quoi ça influence les consommateurs? C'est que il n'y a aucun taux de change entre les frontières. Donc, tu ne penses plus vraiment j'ai le droit à un nombre d'achats maximal avant de passer la frontière. Tu peux repasser n'importe quelle frontière. Puis ça aide justement les entreprises à avoir une certaine compétitivité entre les pays d'Europe, pour justement, parce que les prix sont évalués par rapport à une même monnaie puis un même taux de change. Donc, pour ma part, j'ai continué avec les nouvelles méthodes de paiement. C'est les méthodes de paiement qui ont vraiment évolué avec le consommateur et les technologies. Puis on va souvent passer aux technologies qui ont évolué pour les cellulaires. Donc, c'est les méthodes de paiement qu'on va retrouver comme le PayPal, les cartes de paiement, PayPass, Amazon Go. Je vais en passer beaucoup. On ne va pas s'attarder sur chacun de ceux-là, on les connaît puis on n'aura pas le temps. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est qu'elles sont pratiques et efficaces. Pourquoi pratiques? En fait, le consommateur n'a plus à transporter son argent sur lui. Il l'a sur son cellulaire ou sur sa carte. Donc, c'est un problème de moins, en fait. Puis aussi, c'est pratique puisqu'il n'y a plus le risque de se faire voler. Si on va faire ces commissions avec beaucoup d'argent sur soi, il y a tout un risque de se faire intercepter, de se faire voler, ou à la maison, si on le garde dans des coffres, c'est plus sûr de le garder à la banque. Puis, pour l'efficacité, en fait, on est vraiment dans une société aujourd'hui où les gens veulent tous sur le pouce, les gens ont moins de temps. Quand on va faire des commissions, on veut que ça se fasse vite, puis on passe à autre chose. Donc, toutes ces méthodes de paiement permettent de faire un clic, on fait le paiement, on passe à autre chose. Puis aujourd'hui, le rêve du monde, ce serait de faire tout rapidement avec les fonds un peu à l'infini. Mais ce n'est pas la réalité et c'est pourquoi aujourd'hui, on est dans une société du crédit. Comme on a vu en classe, le taux d'endettement des Canadiens est de 171 %. C'est vraiment un chiffre qui nous porte à nous demander pourquoi on en est arrivé là, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Puis, il faut vraiment savoir que
Le crédit, il y a plusieurs formes. Il y a les crédits à long terme, les crédits immobiliers, les crédits automobiles. Puis, mais dans le fond, nous, on va vraiment s'attarder aujourd'hui au crédit à la consommation, puisque c'est le crédit le plus populaire chez le consommateur régulier. De où vient le crédit à la consommation? Ça fait plusieurs centaines d'années que ça existe, mais c'est vraiment depuis les années d'après-guerre où les gens voulaient consommer après la guerre, on voulait toujours acheter, mais on n'avait peut-être pas les fonds suffisants pour acheter tout ce qu'on voulait, mais les gens étaient vraiment prospères. Puis General Motors a comme trouvé pas une faille, mais ont trouvé que les gens étaient prêts à acheter, mais n'avaient peut-être pas les fonds pour acheter les voitures qu'ils voudraient. Donc, ils ont créé un programme de crédit pour encourager les gens à acheter leur voiture, puis ça a vraiment marché. Il y a eu un boom du marché automobile américain, puis les autres marchés automobiles dans le monde ont suivi. Donc, de là vient le crédit à la consommation. Il y a plusieurs types de crédit à la consommation. Crédit, les ventes et tempéraments, prêt personnel, le crédit Lombard, j'en passe. On va vraiment s'attarder au crédit et à la carte de crédit. Selon les statistiques, aujourd'hui en classe, il y aurait seulement 2 personnes qui ne seraient pas propriétaires d'une carte de crédit. Et même là, je ne serais pas surpris que ce soit 0, qu'il y ait personne qui n'ait pas de carte de crédit. Pourquoi la carte de crédit est rendue autant populaire dans les pays occidentaux? En fait, elle a une grande attrait pour le consommateur. Vraiment, il y a une garantie d'achat. Donc, quand on fait son achat avec la carte de crédit, l'institution financière vous protège, protège pendant 90 jours les achats que vous faites, donc les biens que vous faites. Ensuite, les paiements sont exempts d'intérêt pour la période de remboursement, donc vous avez une certaine période. Puis ça fait un peu comme si quand vous payez, le consommateur a l'impression que c'est un peu gratuit pour une certaine période. Puis ça augmente la perception hédonique de l'achat. Ensuite, il y a le paiement. Les paiements sont instantanés, comme on l'a dit, c'est une société qui va vite. Aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas beaucoup de temps à passer pour leur achat, donc ça se fait super vite, on passe à autre chose. Puis il y a des protections contre la fraude. Puis finalement, aussi comment les institutions financières ont réussi à amener les gens dans le bateau de la carte de crédit. C'est vraiment avec les programmes de fidélité. Donc on veut les amener, mais on veut aussi les garder. Parce que quand on y pense, une carte de crédit, c'est vraiment un morceau de plastique qui donne accès à des fonds que probablement toutes les institutions financières ont. Mais pourquoi faire qu'ils viennent vers notre institution? C'est vraiment offrir des programmes de retour, un pourcentage de retour sur les achats. On va offrir des points pour s'acheter une télévision après. Donc c'est vraiment ça qui attire. Puis comme on peut voir, 68,5 millions de cartes en circulation au Canada, compte tenu qu'on n'aurait pas 40 millions au Canada, puis que ça inclut les personnes qui n'ont pas l'âge illégal pour une carte de crédit, c'est énormément de cartes par habitant. Ça va bien? Oui. Moi, je vais parler des crypto-monnaies. Vous savez tous c'est quoi, les crypto-monnaies? En général, on sait un peu c'est quoi. C'est une monnaie virtuelle qui est transigée sur des réseaux informatiques décentralisés et de pair en pair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre de contrôle comme une banque ou un gouvernement qui va faire transiger la monnaie virtuelle. Et c'est basé sur la cryptographie, un mode de codage à l'aide d'algorithmes complets. Donc on prend, mettons, 17 chiffres et lettres, ça fait un algorithme unique qui fait en sorte que chaque bitcoin est unique et transigé de pair en pair sécuritairement. La monnaie virtuelle, on en connaît tous un, le bitcoin, qui a été introduit en 2009 suite à la crise financière de 2008 et a été poussé par le mouvement Cypherpunk, qui est en fait un mouvement de crypto-anarchistes mordus de l'informatique, qui en fait, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils manifestent contre le besoin d'avoir un intermédiaire de confiance dans nos transactions, c'est-à-dire ils manifestent contre le fait qu'on a besoin d'avoir une banque qui nous dit oui, ta monnaie est légitime, par exemple. Ce qu'ils soutiennent, eux autres, c'est que la monnaie devrait être rendue légitime par l'ensemble de la communauté et non pas juste par les banques et les gouvernements. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de réticence face aux crypto-monnaies parce que ça a encore la réputation d'être lié au marché noir. Mais si on y pense comme il faut, la monnaie et les devises actuellement reconnues comme légitimes facilitent aussi le marché noir. Donc, il faut sortir un peu de nos préjugés et commencer à adopter le changement. Ce qui m'amène à parler du blockchain. En fait, le blockchain, c'est la plateforme qui est à la base des crypto-monnaies. Si on veut, pour vulgariser ça un peu, c'est comme un registre de toutes les transactions qui arrivent sur un réseau distribué. En fait,
comme ça le dit, c'est une chaîne de blocs de transactions. On va avoir, mettons que je veux Jacob. Je veux faire une transaction avec Jacob. Yes. Donc, j'ai fait la transaction, on est d'accord. Ma transaction va être incluse dans un bloc de transaction qui, lui, va faire le tour du réseau et va être approuvé par le réseau. Un coût qui va être approuvé par le réseau, il va être ajouté à la chaîne de blocs de transactions. Donc, si on veut, il va être ajouté au registre de transactions auquel tous les utilisateurs ont accès. C'est ça qui fait en sorte que ça élimine la fraude et la corruption, puisque c'est vraiment difficile de hacker un ordinateur et que tous les réseaux ne s'en rendent pas compte. En fait, c'est quasiment impossible, parce que aussitôt qu'un ordinateur est hacké, le reste du réseau voit que les algorithmes sont faussés, ce qui fait en sorte que les transactions sont maintenant bloquées de cet ordinateur-là. Le blockchain, en fait, ce que ça fait aussi, vu que c'est de pair à pair et que c'est distribué et non centralisé avec un gouvernement ou une banque, c'est que ça permet la décentralisation et ça élimine le besoin d'un tiers de confiance comme une banque ou un gouvernement qui va nous dire oui, la transaction est légitime ou non, elle n'est pas. Puis ça fait aussi que ça élimine tous les frais de transaction qu'on connaît aujourd'hui. Vous pouvez penser à quand tu achètes des stocks sur le marché des actions. Tu peux penser à toutes les transactions, en fait, il y a des frais liés à ça. C'est tout pour la crypto-monnaie. Pour faire une petite ouverture, le blockchain, déjà là, ça n'a plus vraiment rapport avec la monnaie, mais c'est la technologie du futur. Puis ça vient avec une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que vous pensez que la monnaie tangible va disparaître? Puis si oui, d'ici combien de temps? C'est-à-dire la monnaie papier, puis le... En tout cas, dans mes poches, elle a disparu genre 360 jours par année. Là, mais dans toute la population. Ultimement, j'utilise déjà tout près. Oui, c'est en décroissance, mais je ne peux pas te donner une date parce qu'il y a encore des gens qui vont être réticents à transférer sur Et excuse, qu'est-ce que tu en penses de la crypto-monnaie? Est-ce que tu le vois plus comme c'est pas une monnaie électrique, c'est une monnaie virtuelle, donc elle n'existe pas? Est-ce que tu crois en ça? Parce que à la base, chaque monnaie, c'est juste quelque chose qu'on échange puis qu'on j'ai oublié comment dire trust en français, fait que je le dis depuis tout à l'heure, mais on fait confiance, exact. C'est juste un mode d'échange qu'on fait confiance. Il y a un lien de confiance entre la personne, l'acheteur et l'entreprise ou le fournisseur qui te donne le bien. J'ai pas de problème avec la crypto-monnaie, mais actuellement, je la vois plus comme un jeu, là, comme une action un peu qui monte, qui descend, puis mon argent par rapport à mon valeur, mais je n'utilise pas, mettons, la crypto-monnaie. C'est plus comme une action actuellement, comme un jeu. Tu penses que dans le futur, ça pourrait devenir une monnaie qui va... Un système utilisable à travers le blockchain? Il va falloir que les institutions lui fassent confiance. Là. Je veux dire, il y a Steam qui vendait des jeux vidéo qui avaient accepté les bitcoins, puis on va tirer ça. Fait que si les grandes institutions, les grands commerces ne l'utilisent pas, ben, tu peux pas rentrer dans le commun de tout le monde. Ouais. Bon point, merci. Ouais, vous avez comme. Ah ben, Il n'y a pas des pays qui l'utilisent, la crypto-monnaie? Par exemple, qui l'utilisent dans les transactions courantes que tu peux payer. Mais en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'à la bourse, il est accepté, mais c'est selon une action par le fait que Bitcoin est en quelque sorte une entreprise à travers leur checkpoint puis les endroits où ils ont des bases de données. Mais en quoi, moi personnellement, je ferais plus confiance puis je vois plus un avenir, c'est le blockchain. Le système de blockchain peut être utilisé autant dans un hôpital pour gérer des patients que peut être utilisé à travers des monnaies d'échange, des crypto-monnaies ou de plein d'autres choses, que ce soit pour vendre des voitures ou autre. Mais je crois qu'aux Émirats arabes, tu peux payer avec des crypto-monnaies. Ouais, tu peux payer dans beaucoup de places, à peu près partout dans le monde. Il y a des ATM, puis même à Montréal, il y a environ une dizaine de restos qui acceptent les crypto-monnaies, puis il y a environ 5-6 magasins qui les acceptent, des magasins de vêtements. Et puis tu as des ATM Bitcoin qui se retrouvent. Il y en a une à côté du Jewish. Il y en a un peu partout à Montréal. Il y a une application sur l'application blockchain. Tu peux savoir où tous les marchands de Bitcoin sont dans le monde. Puis c'est assez impressionnant, surtout à New York, où à New York, il y a à peu près
quasiment la moitié des restos prennent les bitcoins. Les bitcoins ou d'autres cryptocurrencies comme le Ether, avec lesquels tu peux faire des contrats. C'est dur, par exemple, de se positionner sur le fait est-ce que les pays vont accepter les bitcoins, parce qu'en ce moment, les pays ont le monopole sur la monnaie, c'est eux qui décident quand est-ce qu'on va émettre de l'argent, puis on va ingérer de l'argent dans le pays. Donc, ils perdent beaucoup de revenus avec les frais de transaction, puis je suis pas sûr qu'ils vont vouloir embarquer là-dedans d'ici. Surtout qu'avec les bitcoins, tu peux aller d'un pays à l'autre sans aucun tarif douanier sur l'argent que tu passes. Tu peux passer 150 000 des États-Unis au Canada sans aucun problème par le fait que dans l'avion, tu n'as pas le droit d'avoir plus que 10 000 puis si tu as plus que 10 000 tu dois le déclarer que tu es taxé sur. Donc pour les échanges, justement comme le marché noir, c'est super profitable pour un dealer de drogue qui transfère ses transactions là-dessus, il s'achète des bitcoins. Mais c'est pour ça que justement personne le fait confiance, le trust. Pour répondre à votre question, en fait, moi j'ai pas l'impression qu'à court terme, l'argent papier portait à disparaître, surtout si on pense à une échelle globale de la Terre. Je pense que dans chaque pays, la technologie n'est pas rendue au même endroit. Oui, les bitcoins dans les pays un peu plus industrialisés, c'est sûr que ça commence à prendre l'ampleur, mais il y a plusieurs cultures, justement, c'est le thème d'aujourd'hui, qui sont peut-être pas rendues là dans leur développement pour utiliser ça. Dans combien de temps ça pourrait disparaître complètement la monnaie papier? Probablement que c'est certain que ça va venir un jour. D'ici 50, 100 ans. On a déjà vu la monnaie métallique disparaître tranquillement, comme juste les scènes noires. Oui, ça c'est vrai, mais je pense que moi je m'aventurerais pas avant d'ici 50, 100 ans. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose avec les crypto-monnaies, c'est que tu as juste besoin de ça. Mais tu as besoin de ça. Mais tu n'as pas besoin d'avoir. C'est pas tout le monde qui a ça. Ben, ça, c'est. On est dans le pays où ça coûte quasiment le plus cher d'avoir un cellulaire. Tu vas en Afrique, tu vas avoir un cellulaire pour 20$, tu vas avoir un forfait avec. Tu as 75% de la population au Canada qui ont des téléphones intelligents aujourd'hui. C'est encore, par exemple, c'est les populations les plus âgées justement qui ont le plus gros problème avec les téléphones intelligents. C'est sûr que ça va venir, mais en ce moment, on n'est pas rendu là. Merci. Ouais, tu parlais de culture, mais même ici au Canada, puis pour avoir travaillé dans une banque, j'en ai vraiment vu beaucoup de commerces qui viennent qui sont encore juste à la monnaie papier, que ce soit pour des raisons de frais, parce que pour les petits commerces, pour avoir accès aux cartes de crédit seulement, tu as beaucoup de frais de transaction, fait qu'il y en a qui sont réticents à tourner vers ça. Puis même la population en général utilise beaucoup, plus que vous pensez, parce que ici on est une autre génération, puis on est comme, ok, on n'utilise jamais la monnaie papier, mais les gens ont vraiment beaucoup d'argent papier, puis on a statistique énormément. C'est 14%, je pense. 14% de la population qui utilise du papier. La monnaie papier. À façon quotidienne. Mais honnêtement, il y en a vraiment beaucoup, en tout cas quand tu es confronté directement à ça. Moi, dans mes expériences, j'en ai vraiment vu beaucoup aussi, puis surtout du côté des commerçants. Ils sont vraiment tournés à ça. Fait que je pense pas que ça va à court terme disparaître, mais c'est sûr qu'il va y avoir un. C'est aussi les frais de problème. Avec la crypto-monnaie, des frais En ce moment, tu as des coûts. Parce que mettons, c'est ça, moi je pense à des variables volontaires et des choses automatiques de l'arrivée pour ce type d'argent. Là, on va faire un sondage rapide. Qui connaît une personne dans son environnement qui a de la crypto-monnaie? C'est quoi? Sinon, on va là dans le Ok, je vais y aller différemment. Qui a de la crypto-monnaie? Bon. Qui comprend pas? Est-ce que je me posais une question? Mais non, tu le sais. Est-ce que tu es un dealer de drogue? Non. Ouais. Ils disent tout ça. Non. Non, moi, ça fait longtemps que j'en avais. Je savais acheter ça décembre, donc vraiment. Pour en faire, tu sais. Un des dilemmes de la crypto-monnaie, actuellement, c'est vraiment la volatilité de sa valeur. C'est parce que c'est un trend. Mais là, les premiers qui ont embarqué ont fait des gains. Là, il y a une bourse dans la crypto-monnaie. Moi, je pense qu'elle va s'installer. Mais Elle va s'installer, mais Pas le bitcoin, mais la crypto-monnaie quelconque. Elle va s'installer, mais en périphérie. Mais là, c'est la volatilité qui fait que ça ne s'est pas encore stabilisé. Puis, mais elle va s'installer. Comment ça va atterrir, je ne sais pas. Mais je
pense aussi que ça va être la crypto-monnaie qui va être la plus profitable pour le consommateur par le fait que le Bitcoin en ce moment, la façon que c'est fait, c'est quand même assez simpliste. C'est 40 bitcoins à chaque 10 minutes. Puis ça fait en sorte qu'il y a un genre de principe de rareté qui fait en sorte que le monde en achète, puis il y a plus que 40 personnes à chaque 10 minutes qui en achètent. C'est ça qui fait que ça monte, mais dès que c'est pas publié dans les réseaux sociaux, puis les réseaux sociaux ont une des plus grandes influences sur le Bitcoin, mais je pense que quand ça va être une monnaie qui est en quelque sorte un peu encouragée par le gouvernement, qui justement décentralise les banques et qui s'en va plus vers le blockchain, je pense que c'est une façon d'utiliser le blockchain pour faire une crypto-monnaie qui marche versus le Bitcoin qui est plus un genre de test qui a été fait après 2008 pour ne plus se fier aux banques, faire confiance aux banques qui nous ont lâchés en 2008. Là, on va profiter de notre consommateur qui a sa crypto-monnaie. Quelle est la raison qui t'a amené à aller vers la crypto-monnaie? Ça faisait un bout que je suivais ça. C'est effectivement, en fait, j'ai été remercié en crypto-monnaie, dans le fond. Ce qui fait que là, j'en ai, mais ça faisait un bout que je suivais ça, puis je me disais à un moment donné m'en acheter. Mais pour donner un exemple, là, un mois, ça valait 40$, puis là, il est à 20$, mais en moyenne, il est à 30$. J'ai mangé l'année dernière avec un ancien contrôleur aérien. Quand il a pris sa retraite, il a pris 200 000 puis il l'a mis en bitcoins. Ça vaut maintenant 8 millions. Donc, il y a une volatilité, mais son 8 millions peut redescendre à 100 000. C'est cette volatilité-là qui fait que, tant que ça ne sera pas réglé, là, ce volet-là, c'est ce composant-là, mais elle va s'installer. J'ai une question. Tu as acheté des actions de Bitcoin ou tu as acheté des actual Bitcoin à travers un J'ai des fractions de Bitcoin. Ok. Un Bitcoin, c'est comme 11 Ben, un Bitcoin, c'est environ 11 000 en ce moment. 7 200 aujourd'hui. Alors, à suivre, super intéressant. Il y a 30 minutes qu'on a parlé. 7360. Merci, caméraman aguerri.